Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes lundi 11 mars 2024. C'est reparti pour toute une semaine en information. Une information en toute convivialité. Ce lundi, on marquera un arrêt significatif sur ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun les très hautes instructions du président de la République. Une interrogation, ces hautes instructions sont une réalité ou alors tout simplement une manipulation du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ongongo. Que pensez-vous des très hautes instructions de la République depuis un certain temps dans notre pays, le Cameroun? On en parlera tout à l'heure avec beaucoup de pertinence, et pour en parler avec beaucoup de pertinence, ils seront enseignants, ils seront analystes sociopolitiques, ils seront journalistes et ils seront consultants. Toujours dans le cadre de ce débat, nous irons déjà du côté des kiosques pour marquer un arrêt, et à ce niveau, on aura la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Toujours dans le cadre de ce débat, on marquera également un arrêt, comme cela se doit, pour la dénonciation du jour. C'est quoi la dénonciation? C'est ce fait de société et qui vous énerve. Si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus dans votre localité, dans votre pays ou que sais-je encore, une seule adresse: Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Parce que vous nous regardez justement, sentez-vous privilégié. On va commencer par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce lundi. Je commence par Patrice Simeon Vomont. Bonjour. Merci. Bon matin à vous, bon matin également à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui me fait la grâce aujourd'hui d'être sur ce plateau. Je voudrais lui dire merci pour la même grâce qu'il vous accorde à tous ceux qui sont ici et à ceux qui permettent à ce que cette belle émission puisse avoir lieu. Donc j'adresse mes civilités également au baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, celui que j'appelle également le soleil de Mvomoka. Donc quand j'ai salué le soleil de Mvomoka, je voudrais vous dire merci de l'invitation que vous nous servez ce matin. Merci Patrice Simeon Vomont. Vous êtes analyste socio-politique. Votre expertise nous aidera à mieux comprendre les sujets qui seront sur la table de débat ce jour. En face de vous, on a que notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Lui, c'est le digne fils de Boumiabel. Pierre Blerignamec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à la réflexion ce matin. Digne fils de Boumiabel Longon, je suis endeuillé. Oh là là. Ma grande famille est endeuillée. Nous avons perdu un de nos patriarches les plus illustres. Un père aimant. Pour moi particulièrement. C'est vrai, tous les Longon et même tous ces autres frères d'armes dans le métier qu'il a exercé pendant un peu plus de 40 ans, retiennent de lui, et je vais d'abord le nommer, Maître Tan Emmanuel, passe-président de l'AG du barreau du Cameroun, avocat, c'est une famille d'avocats, son épouse Ndombo Tan, décédée il y a 2 ans, était également avocate. Il a 2 enfants avocates, 2 filles, l'avocate Gaëlle Tarsil Tan et Marie-Emmanuel Tan. Je n'oublie pas son fils Loïc Tan. Nous sommes donc frappés depuis le 8 mars par la perte de ce baobab. Oui, je n'ai rien à voir avec les autres baobabs, je parle du baobab de chez moi. Un baobab est tombé. C'était un grand intellectuel. Il avait fait Paris-Sorbonne à l'époque et c'était pas une simple figuration. C'était un homme, la sagesse qu'on me prête entre guillemets, il fait partie des bâtisseurs de mon univers mental et spirituel. Je vous en parlais constamment. Tout à fait. Je l'ai vu combattre la maladie dans la dignité. C'est ce que je veux transmettre à beaucoup d'autres aussi. Mon père, entre guillemets, a été malade pendant 4 ans. Très malade. Mais à aucun moment, il n'a montré des signes de faiblesse aux yeux de qui que ce soit. Et j'aime vous dire une épreuve difficile.
au sommet de sa maladie, parce qu'il a souffert aussi d'un cancer de sang. Au sommet de sa maladie, il a attrapé la Covid-19. Sa femme qui le gardait a attrapé également la Covid-19 et en est morte. Il a demandé expressément à sortir de son internement pour venir accompagner son épouse. Je vous assure, parfait, il y a des gens qui sont de morale d'acier. Il disait, quand vous avez la mort à votre trousse, elle finit toujours par vous prendre quelque part. C'est la citation du jour. Elle a fini par le prendre quelque part. Parce que, habitué de tous les grands hôpitaux du monde, il était devenu l'objet des expérimentations. Il a souffert par ailleurs, ça je ne trahis pas le secret médical, d'une pathologie rare qu'on appelle le syndrome de queue de cheval. Vous irez regarder. Il va faire des recherches. Pour comprendre. Vous dire, ici, c'est dans. Et je vous assure, vous arriviez, c'était toujours le sourire. Et dernièrement, nous perdions un autre membre de la famille. Il écrivait avec la même jovialité. Nous qui l'avions abordé les derniers jours, nous nous demandions si c'est lui qui écrivait sur son téléphone. Mais c'était lui parce que personne n'a sa plume. Elle était si châtiée. Donc, nous sommes abattus. Mais comme il nous a appris à être forts, nous allons l'accompagner dans la force. C'est d'ailleurs la première fois que je réussis à parler d'un être cher sans fondre, parce que j'ai décidé de lui ressembler. Je vous assure, il a fait un discours de 45 minutes au deuil de sa femme. Mais c'était plutôt une Bible. Ceux qui ne savaient pas aimer leurs épouses ont appris ce jour comment on aime une femme. Ceux qui ne savaient pas comment on aime son mari ont appris ce que sa femme a fait pour lui, comment on aime un mari. Donc, nous avons connu une grande perte, la famille Lungo, la grande famille des avocats du Cameroun, parce que c'était un avocat incontournable au Cameroun. On ne va pas citer ses faits d'armes. Sa dernière victoire contre le grand groupe Bolloré au port autonome de Douala, ainsi de suite. Très bien. C'était, comme on dit là-bas, l'avocat des grands dossiers. Merci. Il est mort depuis le 8 mars. Et bon, avec la grâce de Dieu, nous saurons l'accompagner. Nous disons donc tout simplement que la terre de nos ancêtres soit légère à mettre temps. Emmanuel. Donc nous adressons nos condoléances à toute la grande famille de l'avocature au Cameroun et maintenant à sa famille nucléaire. Nous y reviendrons certainement au niveau de la préparation des obsèques et tout ce qui va avec. Nous attendons encore sur ce plateau Prosper Penda qui a confirmé sa participation. Il est enseignant. Nous attendons également toujours dans le cadre de ce débat Rodrigue d'Albert Evina. Lui, il est journaliste. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis heureux de retrouver ce matin, ce début de semaine pour l'actualité sportive sur Info Télévision. Comment a été le week-end? Oh, parfait, le week-end, il était parfait. Il était moi. Oui, c'était un très beau week-end. Très bon week-end. Ouais. Lorsque vous avez Patrick Bala, cela signifie que nous devons bien faire un tour au niveau des kiosques. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce matin, parfait, ici, vont nous conduire vers le journal Maison, celui de Joe Nemveng, directeur de publication justement de ce journal. Il s'agit d'Info Matin qui revient sur la présidentielle de 2025. Le journal nous fait donc savoir que Guibaï Gatama, candidat, c'est donc Guibaï Gatama qui est le promoteur du mouvement 10 millions de nordistes, par ailleurs directeur de publication de l'Œil du Sahel. Eh bien, ce dernier se prépare, selon des indiscrétions puisées à bonne source, à aller à la conquête d'Etoudi pour cette présidentielle prévue justement au Cameroun l'année prochaine. Information contenue à la page 3 de ce journal. Quittons Info Matin pour un autre journal, celui toujours de la Maison. Il s'agit de la météo, le tri-hebdo d'information, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage qui s'intéresse ce matin à l'affaire Martinez-Zogo et titre l'ordonnance de la honte pour revenir bien sûr sur plusieurs faits. Florent
Laurent Sikati de Kamouo qui a tué donc l'instruction. Pierrot Narcisse Nzié l'enterre. Pas de reconstruction des faits, rapport d'autopsie ignoré. C'est donc à retrouver de la page 5 à la page 9 du journal La Météo pour avoir des informations concernant cette actualité ce matin. Quittons le journal La Météo pour parler du quotidien Bleu, le jour, le quotidien Capitaux Publics d'Aman Mana qui parle ce matin, qui s'intéresse aux violations des droits de l'homme et nous fait savoir donc que plus de 1943 cas ont été enregistrés en 2023. Les détentions et arrestations arbitraires et des cas d'atteinte à la vie parmi les abus observés au cours de l'année écoulée sont donc énumérés dans ce journal à la page 3. Le journal parle également ce matin de la douane stop aux saisies fantaisistes de voitures. Eh bien, il faut noter qu'une directive du directeur général des douanes veut remettre de l'ordre dans cette tendance prononcée de son personnel à corriger régulièrement le travail de leurs collègues. Information contenue à la page 3 ce matin. Allons voir le messager de Feu Pius Ndiawe que nous dit le journal de ce dernier ce matin. Eh bien, il s'intéresse à la présidence du Sénat. L'absence du président de la Chambre haute du Parlement lors de l'ouverture de la session de plein droit ravive toutes les interrogations sur la disponibilité du monogénère. Information contenue à la page 3 de ce journal. On parle donc de casse-tête chinois au Paris risqué. C'est la grande interrogation du journal Le Messager ce matin. Le journal s'intéresse également à l'actualité sportive, notamment la boxe anglaise, le noble art. Le continent s'effondre, titre le journal, pour faire référence à la défaite de Francis Ngannou en 2 rounds. C'était face à Anthony Joshua dans la catégorie des poids lourds. Information contenue à la page 12 de ce journal. C'est d'ailleurs la grande une de mutation de Georges Alain Boyomo qui parle donc du Camerounais qui s'est vu infliger un knock-out dès le 2e round. C'était vendredi dernier du côté de Riyad face à Anthony Joshua. Une défaite lourde d'interrogations sur sa forme du jour et son avenir. On parle de chaotique, le combat réalisé donc par Francis Ngannou du côté de l'Arabie Saoudite. Quittons l'actualité sportive du journal Mutation pour tomber sur le tri-hebdo le soir d'Armand Bianda qui s'intéresse à la journée internationale de la femme et cette célébration du côté du ministère des Transports avec l'appui justement du ministre Jean-Ernest Massena Ngale Bibé qui a donc présidé cette cérémonie. C'était donc du côté de l'esplanade départementale ministérielle dont il a la charge. C'était à l'occasion donc de la 39e édition. Moment pour lui d'implorer bien évidemment la responsabilité, d'appeler les femmes à une certaine responsabilité. Le journal parle également de la 3e édition de la Grande Nuit des Travailleurs. 10 hectares de terrain titrés seront distribués aux meilleurs travailleurs. C'est l'information du journal Le Soir ce matin. Parlons de Cameroun. Tribune de Marie-Claire Nana, le quotidien Capitaux Publics, revient sur ce documentaire à l'endroit de Paul Biya, un destin exceptionnel, film intitulé Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux. Ce documentaire a été présenté, c'était au Palais des Congrès de Yaoundé en avant-première par le ministère de la Culture, des Arts et de la Culture avec son ministre Pierre Ismaël Bidompat, représentant personnel du chef de l'État. Quittons le quotidien Capitaux Publics pour l'œil du Sahel qui s'intéresse ce matin au parc de la Benoué et ses 10 otages libérés par le 5e bataillon d'intervention rapide BIR en abrégé. Vous avez d'ailleurs ces personnes en image et justement les éléments du BIR ont
parle du Témoin, le journal Le Témoin qui parle également de sport ce matin avec le Tour cycliste VTT Chantal Biya. Et le journal nous fait donc savoir qu'après la réunion qui s'est tenue en début de semaine au club Minfopra, bien sûr, et qui a permis d'accueillir les nouveaux partenaires de ce projet novateur, le comité d'organisation s'est rendu hier dimanche sur le site pour une évaluation sur le terrain. Bagofit prêt à accueillir les premiers coups de pédale, nous fait donc savoir le journal de Témoin ce matin. On termine cette revue de presse parfois ici avec la nouvelle. La nouvelle revient sur la libération d'Amougou Belinga. Toutes les basses manœuvres du clan mises à nu. Dans cette édition, on parle donc cette édition nous fait montre donc d'une longue démonstration qui fait office du dossier de la semaine de ce journal. Un magistrat émérite démonte point après point, artifice après artifice, toute la stratégie savamment mise en place par le clan qui soutient Jean-Pierre Amougou Belinga depuis l'information judiciaire pour le libérer dans les tout prochains jours. Un vrai scandale selon le journal pour la justice camerounaise et pour notre pays. Information contenue à lire de la page 2 à la page 6 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal La Nouvelle qu'on met un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse est à 6h45 avec Théophile Vianney Biya. La seconde revue de presse, c'est dans le cadre de ce programme Espace Mini entre 10h15 et 10h20. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité et qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Eh bien, on parlera de sport avec la fédération qui est sur des braises en ce moment avec les clubs de football professionnel. Vous savez que Victoria United, par une décision des organes juridictionnels de la FECAFoot, l'équipe a été admise à disputer les playoffs au détriment d'une équipe qui, elle, s'est qualifiée sur le terrain. Comment cela est possible? Bon, on ne sait pas trop. Victoria... C'est un nouveau règlement? Apparemment. Et pour le club a attaqué Young Sport Academic de Bamenda. Vous savez que c'est une équipe qui vient d'une région très sensible de notre pays. Et l'équipe s'est vue... l'équipe Victoria United a remporté le match qui précédemment s'était soldé sur un score de parité, remporte le match sur tapis vert et on a infligé une sanction de 6 matchs à 6 joueurs de Young Sport Academy qui ne vont pas participer au play-off pour un problème de double identité. Et donc il s'avère que par la suite, il y a donc lors des différents réquisitoires, il y a que l'équipe même de Victoria a 7 joueurs, malheureusement, qui ont une double identité, parmi lesquels un joueur qui était à la CAN, Nathan Douala, l'homme de 17 ans. Oui. Comme nous ne vous aimons pas là. C'est nous qui... Oui, c'est nous qui... Oui, Nathan Douala, ici il faut le dire. Voilà ça. C'est-à-dire, je ne comprends même pas comment les gens sont. Et tu trouveras toujours des gens qui vont sortir là. Maintenant, ils ont une nouvelle défense. C'est la fédération qui donne les âges aux gens. Quand tu vois Nathan Douala, quand tu le vois pas que c'est son enfant qui peut avoir 17 ans. Quand tu le vois... Est-ce qu'on peut abattardir tout un peuple comme ça? Et on te reproche seulement de ne pas suivre les gens qui font les bêtises. Tous les joueurs là, dans le club qu'il veut favoriser, le club au Popo, 7 fausses identités. Et ce n'est pas les 2-3 ans ici. C'est les 10 ans. C'est des vieillards. Après, ils vont aller commencer à se casser et on va dire qu'ils sont allés. Et plus grave, on se rend compte qu'il y a près de 63 joueurs du championnat. Le championnat élite où on a 18 équipes, il y a 15 équipes qui ont des joueurs avec une fausse identité. Merci. De toutes les façons, je pense que... c'est ça qui nous donne au football toute sa grandeur. C'est ça. Calmez-vous bien. Non, tu es calmé comment? On dit vraiment... Et on nous taquine déjà. Les gens écrivent partout là, je suis d'une communauté qui n'aime pas le faux. Je suis l'un des rares Bassa qui n'aiment pas le faux. Les autres aiment le faux. Nous allons chercher à voir comment marquer un arrêt. Vous avez 100 joueurs avec de fausses identités.
Quand on a son vrai âge, on vieillit. Vous voyez Joseph-Antoine Bell, il a 70 ans le 8 octobre de cette année. 70 ans. C'est cet âge qu'il a. Il est né en 54. Le Merci. 8 octobre 54. Nous verrons comment en parler. Entre-temps, quand même, Patrick Bala, est quelque chose de terrible. Vous mettrez les guillemets à terrible. C'est passé en Arabie Saoudite, dans la nuit du 8 au 9, où notre grand champion a été cueilli tel une mangue mûre par l'intrépide et l'impardonnable Joshua. Bon, pour les adeptes du noble art, la boxe en l'occurrence, savait déjà que ce sera très difficile pour Francis Ngannou. Parce que vous avez en face de vous un Anthony Joshua qui, en 30 combats de boxe professionnelle, n'en a que perdu 3. Avec 24 KO. Oui. Donc, vous pouvez imaginer que pour Francis Ngannou, qui sort... Un CV effrayant. Oui. Qui sort du mix martial arts, qu'on appelle généralement MMA, qui se retrouve pour une deuxième fois sur un ring de boxe pour combattre après le combat contre Tyson Fury, ne pouvait pas avoir les rudiments nécessaires pour aller justement défier un tel boxeur. C'est-à-dire que c'est Anthony Joshua, c'est comme si vous allez... c'est après le match que vous dites ça. C'est comme si vous prenez Blériot pour aller affronter Tyson. Mike Tyson. Entre-temps, quand même, il y a un débat qui est né, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, sur ce combat. Beaucoup qui estiment que finalement, Ngannou se moque de nous. Ngannou a opté maintenant pour travailler de l'argent, que c'était un combat arrangé, que c'est trop facile ce qui s'est passé au deuxième round. On pouvait fouetter Ngannou, mais pas de cette manière. Et vous allez justement voir certains qui écrivent sur les réseaux sociaux, oui, Ngannou, lui, il a été tapé, mais il a engrangé soit 11 milliards, soit combien 13 milliards. 13 milliards, ainsi de suite. Alors, est-ce que cette thèse peut prospérer, la thèse de la vente de combat par Ngannou? Oui, je pense que c'est également à prendre très au sérieux, d'autant plus qu'il y a eu une sortie de Mike Tyson dans ce sens. Ouais. Tyson a fait une sortie dans ce sens. Si on continue comme ça, c'est la boxe qui est en train de qui va totalement disparaître. Ça peut être un argument plausible, d'autant plus que vous savez que généralement dans les sports de haut niveau, on a ce qu'on appelle également la haute mafia. C'est-à-dire que pour les pratiquants de la boxe anglaise, enfin pour les dirigeants de la boxe anglaise, le combat Ngannou-Tyson Fury, ayant commis beaucoup de gaffes, ayant justement montré des failles en ce qui concerne cette boxe anglaise, parce que vous connaissez qui est Tyson Fury, peut-être il pouvait avoir des arrangements dans ce sens. C'est-à-dire que ramener Ngannou pour amener un autre boxeur qui pratique justement cette discipline et montrer que Ngannou n'a pas encore les rudiments nécessaires pour pratiquer justement la boxe anglaise. Cette affaire de vente de combat a débuté avec Fury lui-même. Ouais. C'est-à-dire que lorsque Ngannou est contre Fury, à la fin, on a commencé à en parler. Ouais. Que ça a également été de l'exhibition, c'était un combat arrangé dès le départ. Maintenant, Ngannou repart contre Joshua, on reparle de cette affaire. Ma question est celle de savoir si effectivement Ngannou est entré dans ce jeu. Est-ce que Ngannou ne se moque pas de tout un peuple? Bon, c'est vrai que je ne suis pas dans la tête de Francis Ngannou, mais on a l'impression qu'il se satisfait finalement de ce qu'il gagne. Si je peux m'inviter à vous. Oui, vous allez parler, puisque même Patrice et moi, on va coller un commentaire. Il se satisfait. Oui, on finit après. Il se satisfait finalement de ce qu'il gagne. Il gagne énormément d'argent en pratiquant cette boxe anglaise. Peu importe qu'il gagne les combats ou pas. D'ailleurs, il a perdu contre il peut forger sa fortune dans l'entourloupe. Bien sûr, c'est possible. D'autres également avant lui l'ont fait. Donc, alors maintenant, que faisons-nous de ces émotions des Camerounais qui attendent habituellement ces matchs tard dans la nuit, alors que probablement c'est un arrangement? Les Camerounais donnent combien?
Bon, vous savez, je vais faire une petite bifurcation en politique pour dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Non, là-bas, c'est pas l'élection. Bon, pour revenir, non, c'est juste pour revenir dans le sens où, si vous avez décidé d'interrompre votre sommeil à minuit pour atteindre Je pense que la problématique que je suis en train de lancer sur ce plateau est très importante. Oui, bien sûr. Et là, je passe la parole donc à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons confiance à un combattant, à un boxeur de haut niveau qui s'appelle Ngannou Francis. Alors, de plus en plus, il y a une thèse qui prospère. Ngannou vend les combats. Nous, là, c'est qui? Nous qui avons confiance, c'est qui? Nous, les Camerounais. Ndongo Ebanga, c'est ça, lui qui est mort récemment. Oui. Nous avons fait quoi? Si Ngannou vient ici au Cameroun et devient pauvre, nous les Camerounais, nous allons faire quoi? Il faut arrêter vos choses. Là, nous avons confiance. Bon, je vais d'abord dire un mot sur la défaite de Ngannou. Mon sentiment personnel. Le combat de Ngannou s'annonce au mois de décembre contre Joshua. J'ai vu Ngannou dans beaucoup de voyages et autres. Si vous faites attention, il était même en Coupe d'Afrique, il était ici et là. C'est la boxe professionnelle de très haut niveau et il est nouveau dans cette affaire. Que les gens ne vous disent pas que Ngannou faisait d'abord la boxe. Ce que Ngannou faisait avant là, c'était la boxe amateur. Non. À ce niveau-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de relâchement de la part de Ngannou. Ça, c'est mon problème de préparation. Oui. Il n'a pas suffisamment préparé ce match comme il avait préparé le précédent. Ne serait-ce que venir donner les trophées aux meilleurs joueurs du championnat camerounais, les choses comme ça, papa, maman, les choses. Bon, il voyageait beaucoup. Il s'amusait beaucoup. On dit même l'avoir vu aussi avec les femmes. Mais c'est pas un péché. Non, c'est un péché. Un péché comme Oui, pour le sport. Est-ce que Ngannou n'a pas droit à ici, aussi. Décembre, mars, 8 mars, c'est 2 mois. C'est une période d'hyper-concentration. Les sportifs appellent stage bloqué. Donc, il y a cela. Et quand on dit que Ngannou aurait vendu le match, le coup qui envoie Ngannou finalement au sol, je veux que les Camerounais revoient ça. Et j'aime vous dire que je pense qu'on va demander la réalisation de ces images du combat Ngannou contre Joshua, que la réalisation nous cale encore ces images. De mon point de vue, ce coup de poing aura d'énormes conséquences dans la santé de Ngannou. Ah bon? Oui. Ngannou ferait bien de mettre de l'argent de côté pour ce coup de poing qu'il a reçu. Parce que Ngannou s'est évanoui. Peut-être moi j'ai attendu le combat. J'ai vu les 2 précédents combats. Ngannou ne savait plus s'il était abattu. Il était perdu. Il demande maman, je suis où? Les gens lui disent Riyad, il dit Riyad où? Parce qu'il faut voir. Donc les Blancs ne donnent pas leur argent pour rien. Ramenez les yeux de Ngannou. Ils vont vous montrer justement la partie. Je pense que c'est après qu'il se soit... ça c'est rien. Non, voilà, c'est exactement ce. Voilà. Ngannou est fini. Ngannou est totalement abasourdi. Ngannou est obnubilé. Ngannou ne sait plus où il se trouve. Et ça a touché les neurones. Ouais. Le truc, c'est... Ouais. Et il faut avoir vu les autres combats de Joshua. Parce que j'aime vous dire que Joshua a fait ça à Tyson Fury. Ce qu'il a fait à Ngannou. Il a fait ça à beaucoup d'autres. Tyson Fury a dormi pendant quelques minutes au sol. le même type. Donc voilà. Il faut agrandir les yeux de Ngannou et la bouche. C'est comme si la langue de Ngannou voulait sortir. Donc, je préfère que Ngannou garde beaucoup de cet argent qu'il gagne. Parce que c'est ça qui a fait que des gens comme Cassius Clay aient des maladies bizarres à la fin. C'est un argent qui est beaucoup, mais qui peut vous déstabiliser pour la vie. Ngannou allait entrer dans un art qui touche beaucoup aux neurones. Les boxeurs finissent mal. Donc moi, je ne pense pas, honnêtement, que Ngannou avait comme tu as dit, les rudiments pour ce match. Parce que dès longtemps, je ne suis pas boxeur, mais j'ai vu que sa garde n'était pas très bonne. Hein. Voilà, exactement. Et elle était trop ouverte. Il a voulu jouer avec le bras gauche comme s'il était... Non, Ngannou n'est pas encore pro de la boxe anglaise. Et si vous voyez l'assurance de Joshua,
C'est qu'il a vite compris que non, le type, si... Il est léger. Non, ce qu'il fait là, il va prendre. La chance avec Tyson Fury, c'est que les coups de Tyson Fury ne sont pas aussi lourds que ceux de Joshua. Donc Ngannou a pris plus. Si vous revoyez le match, Ngannou a pris en plein visage plusieurs coups de Tyson Fury, mais qui n'était pas capable de l'envoyer directement au sol. Le deuxième coup qu'il a pris là, il y aura de longues et lourdes conséquences. Très bien. On va passer la parole à Patrice Simeon-Nvomo. Patrice Simeon-Nvomo, je présume que vous avez regardé ce combat en direct, et même si ce n'était pas le cas, vous l'avez peut-être regardé en différé. Première chose, est-ce que, pour parler de manière claire, Ngannou avait le niveau contre M. Anthony Joshua? Je n'ai regardé ni le premier match, ni son premier combat, ni le deuxième. Et pourquoi? Je ne suis pas très émotif dans un certain nombre de choses. Il y a tellement de choses qui ne me disent pas beaucoup de choses. Pourquoi en fait? Le premier combat de Ngannou, il a gagné. Le premier combat de Ngannou, il a gagné. Le deuxième, il devait se coucher. C'était ça le principe. Pourquoi? Ah bon? Parce que le premier combat, Ngannou est venu déstructurer tout un sport qui existe depuis des années. C'est-à-dire partir d'un sport où donner des coups de poing et ne pas accepter véritablement. Donc il y a une façon de donner qui n'est pas forcément comme à la boxe anglaise. Alors le premier combat était un combat où il s'est préparé physiquement pendant des années, pendant des mois, psychologiquement. C'est-à-dire que tout en Ngannou préparait Ngannou à un combat qui devait être le combat de sa vie. Alors il est allé au combat, ils ont cravaché jusqu'au 9e round. Il faut dire qu'il avait pour coach Mark Tyson. Voilà, jusqu'au 9e round. Et au 9e round, c'est par le point. C'est-à-dire que c'est un juge qui a dit que non, c'est Ngannou au dernier point là. Mais quand on regardait le visage de Fury et le nombre de fois qu'il est tombé, vous vous rendez compte que s'il y a depuis qu'on devait parler de chaos. Mais maintenant, Ngannou était tellement bien préparé qu'on a essayé de voir s'il pouvait justement passer ces lacunes dont vous avez parlé. Mais il n'y avait pas de lacunes. Il s'est tellement bien préparé pour ce combat de sa vie qu'à la fin, c'est un combat qui ne va pas ramener beaucoup d'argent. Alors, il fallait remettre les points sur les i sur un sport, comme il a dit, le grand art, le noble art, autant pour moi. Donc, le noble art, il fallait redéfinir les choses. Parce qu'on a vu Mohamed Ali, on a vu Mike Tyson, on a vu Olifi. Toutes ces personnes, c'était des boxeurs qui boxaient depuis leur tendre enfance. Ouais. Mais là, on venait voir quelqu'un qui avait d'abord été chargeur de sable, est passé par le désert, est passé par le désert, arrivé en France. On lui dit même que bon, c'est que tu n'es pas très bon pour cet art-là, et puis changer de couloir, il commence à porter les faits, puis il se retrouve dans MMA, un combat où on mélange un peu tout, mais particulièrement, il se retrouve dans ce noble art, mais au sol, un monument, un géant, une icône de cette boxe-là. En combien de temps? C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à l'épuisement. Et c'est même une honte d'avoir dit à Fury qu'il a gagné. Et il a eu mal. Alors il fallait redéfinir les choses. Qui de mieux, qui de bon, pour permettre à ce que Joshua qui arrive, parce qu'on sait en réalité, il faut d'abord savoir que c'est plus de 10 kilos. Et on ne parle pas de 10 kilos ici de graisse, mais 10 kilos de chair, 10 kilos de muscles. Parce que Ngannou, quand on vous dit 10 kilos, c'est l'un des points les plus puissants de la planète. Ça signifie que quand Ngannou te donne un coup de poing, c'est une décharge de moins comme semblable à une voiture qui vient de te cogner. Et on vous dit donc justement, que Ngannou... C'est pareil pour Joshua. Je vais faire la... Non, je vais juste montrer... Il faut que tu dises au Camerounais que c'est la voiture qui a couru Ngannou. Non, là-bas, c'était le camion. Donc, en fait, ce que moi, je lis ici, c'est Ngannou devait se coucher pour permettre à ce que les champions de boxe qui font cet art-là depuis la base puissent retrouver le sommet. Et on a redéfini les cartes. On lui a dit, toi,
les premiers rounds là, tu te couches. Et vous verrez donc justement la lecture qu'a eu le grand frère Niemek en précisant qu'il a fait beaucoup de déplacements. Ouais. Toutes choses qui montraient en réalité qu'il savait. Pas très concentré. Non, il savait ce qui allait se passer. Et quand vous regardez même les attitudes de Joshua, j'ai regardé quelques extraits, c'est-à-dire que quelque chose de 15 secondes, 30 secondes, et en regardant les deux personnes, les esprits des deux personnes, il y a quelque chose qui s'est passé avec la santé de Ngannou. Et vous verrez qu'on va vous donner un certain nombre de choses sur les textes et tous les tests qu'on a fait sur lui. Il n'était pas en bon point. Deuxième chose, pourquoi ils mettent une couleur rose? Pour un homme qui met une couleur rose, il y a beaucoup de questions. Il va nous amener à ce quel terrain là. Non, moi ça m'intéresse. Effectivement, ça je n'avais pas prêté attention. Tu sais, on croit souvent que quand les gens font les sports de lutte là, ils peuvent pas se retrouver dans les choses bizarres. Pourquoi il était même en rose? Je ne sais pas. Je voulais préciser aussi que vous avez justement vu Oui, il était là comme une demoiselle. Avec justement, on a l'impression qu'il y avait les trucs qui s'envolaient là. Qu'est-ce qu'il faisait comme ça? La première chose que vous devez savoir, c'est que les gens qui dansent sur le bikuti, on appelle ça les bouilles. Ce sont les gens qui ont les trucs pour danser. Et puis maintenant, moi, je vous dis bien que j'ai pas regardé j'ai regardé quelques éléments sur l'extrait et j'ai eu ce que j'avais dans les informations nécessaires. Qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau comme Ngannou, qui a plutôt une posture d'homme, se retrouve avec un short rose, ça fait quoi là? Avec des trucs comme si c'était un danseur de trucs de gens qui dansent les reins là. Et puis maintenant, autre chose, c'est qu'est-ce que vous êtes véritablement sûr? Une jupette est-ce que vous êtes véritablement sûr? Est-ce que vous êtes véritablement sûr? Évasée. Vous avez justement Joshua qui lui représente la vraie culotte. Oui, il représente. Et autre chose maintenant, est-ce que vous avez vu quoi ça vraiment? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? C'était de la communication. Là, la communication, oui, c'est de la communication, c'est pour autre chose. Ce sont de la communication à la fois. Il y a une communication visuelle au niveau des couleurs, il y a de la communication. Alors, est-ce qu'on voulait faire comprendre que au-delà de ces combats de boxe, Monsieur Ngannou est également déjà dans bon nombre de réseaux et devient un tout petit peu comme un ambassadeur de ces réseaux-là. Et on savait très bien que le combat devait être extrêmement regardé à travers le monde entier. Ngannou vient passer un message. La couleur choisie, c'est-à-dire que cette culotte, maintenant la couture de cette culotte, Ngannou soutient un réseau? Pas soutient un réseau. Ngannou, c'est quelqu'un, on comprend qu'il est venu dans ce couloir-là pour se faire de l'argent. Alors on lui dit, pour te faire telle culotte porte, ça va te permettre d'avoir telle chose, bon, tu peux pas. On lui impose des choses. Et regardez bien l'attitude de Joshua, vous ne verrez à aucun moment jubiler ou montrer quelque chose. Or, c'est quelqu'un qui a terrassé Fury. Alors, si pour quelqu'un qui a terrassé un champion comme Fury, vous vous retrouvez en face de d'un bâtiment comme celui-là, et puis vous donnez des coups de poing, vous ne jubilez pas un moment, et puis vous gagnez le combat, vous partez quand même soulever sa main. Il y a quelque chose. On a même vu Monsieur Anthony avoir arboré la casquette aux couleurs du Cameroun, vert ou jaune. Ça vous montre en réalité ici. Justement, il fait savoir que la fondation de Francis Ngannou, il va sur ce combat, ce qu'il a remporté, il va enlever une partie pour financer la fondation de Francis Ngannou. Pour revenir sur les propos, justement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur que nous ne maîtrisons véritablement. Et je termine simplement en disant ici, je termine en disant simplement ici que vous verrez bien que Ngannou et Joshua seront désormais très amis. Ils le sont même déjà. Voilà, ils sont très amis pour des personnes qui avaient véritablement un combat. Il faut savoir. Alors finalement, de qui se moque-t-on? On ne se moque pas de quelqu'un. Mais je vais dire non, mon problème c'est l'émotion, les cœurs des Camerounais. Moi je vous dis, je regardais ce combat au village, je ne peux pas vous dire le nombre de cousins et qui n'ont pas dormi jusqu'au matin parce qu'on a tapé Ngannou. Vous êtes naïf de penser en réalité que quand vous regardez un match de boxe, un combat de boxe, c'est que le résultat que vous voyez là qui est là. Le véritable combat se joue dans l'avenir. Vous êtes sûr qu'ils seront encore nombreux. Ils vont attendre les combats d'un Ngannou à 1h30 du matin. Vous ne pas regarder, ce n'est pas votre problème. Et puis même les seront nombreux. Ne dites pas que les Camerounais apportent nous apportons de l'énergie en Ngannou, nos prières en Ngannou. Les couleurs que Ngannou aborde déjà la nuit de parfait, je termine. Ngannou fait partie du top 10, n'est-ce pas, des boxeurs. Voilà. Ngannou a la possibilité, avec ce combat qu'il vient de perdre, de faire une progression qui permet à ce que Ngannou arrive dans le top 3.
Vous faites une progression avec quelqu'un qui je suis en train de vous montrer les ententes et toutes les choses qui ont été proposées. On fait une progression avec quelqu'un qui s'envole sur les rings comme ça. Oui, ce qu'il dit, techniquement, c'est... Je suis en train de vous montrer ce qui est en train de se passer. Parce qu'au fur et à mesure que vous combattez avec des personnes d'une certaine catégorie, ça vous donne plus de points au ranking pour atteindre justement ce stade-là. De toutes les façons, nous allons nous revoir après ce combat de Nganou. Je vais vous dire et vous démontrer comment sa carrière aura subi un grand coup. À tout de suite pour la suite. En l'absence de Bernard de ce matin, Pierre Blériot-Niemek va donc nous donner la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, ce jour, je dénonce la présidence de la République. Qui? Ah bon? Oui. Pourquoi? Vous avez vu dans la revue de la presse, et même dans d'autres presses que vous avez pu lire, il y a eu un film documentaire sur Paul Biya. Film documentaire sur Paul Biya, qui a été projeté au Palais des Congrès. Vous voyez que même le soutien du Grand Baobab, je l'informe qu'il y a eu un film projeté. Qu'est-ce que je dénonce? Je dénonce le fait que des gens à la présidence, pour leur conflit de clans, veulent discriminer les Camerounais. Il y a un film documentaire sur Paul Biya. On choisit 4 chaînes de télévision sur toutes les autres chaînes qui existent. Résultat des courses, les Camerounais n'ont pas vu le film. Ou très peu de Camerounais l'ont vu. Chaque chaîne de télévision a son audimat. Chaque chaîne de télévision a son potentiel en termes de téléspectateurs. J'invite ces gens de la présidence à ne pas privatiser un bien public qu'on appelle Paul Biya. Paul Biya, comme chef de l'État, est la propriété de tous les Camerounais. Il fallait donner la possibilité à Equinox, à Info TV, à TBS, à LTN, à toutes les chaînes. Ils se sont contentés de donner à la CIA TV. Je ne vais pas dire que personne ne regarde, parce que quelques-uns regardent. De donner à Canal 2, parce qu'ils disent que ce sont les chaînes qui soutiennent le gouvernement, à Vision 4. Et la 4e chaîne à qui ils ont donné cette affaire, c'est Candice, je crois. Voilà. Non. Très bien. Vous qui êtes là-bas, et vous de la présidence, et le ministère des Arts et de la Culture, ne faites pas de la niaiserie. Quand vous avez une chose qui regarde Paul Biya, ça ne vous... Et la conséquence, c'est que beaucoup d'hommes d'État ne sont pas aimés des Camerounais. Remettez à tout... Le travail que nous faisons ici est un travail d'utilité publique. Et je ne prêche pas que pour cette chapelle, si j'ai dit, il fallait donner ce film. Aujourd'hui, quel est le retentissement de votre film documentaire? On est lundi, vous avez projeté ça le week-end. Il faut que c'est moi qui vienne dire ici qui avait ça. Donc vous n'aimez pas plus Biya que nous, vous ne l'aimez même pas. Biya, vous ne l'aimez même pas Biya. Vous aimez vos postes. Mais faites en sorte que les Camerounais puissent savoir qu'est-ce que vous dites que Biya a fait. Très bien. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. On passe la parole à Patrice Séméon. Vraiment, Patrice, il y a justement ce film documentaire qui a été tourné pour le président de la République, son Excellence Paul Biya. La diffusion a eu lieu, comme l'a dit Pierre Blériot, ce week-end. C'était du côté du Palais des Congrès. Le ministre Bidounkpat, le ministre de la Culture, des Arts et de la Culture, représentait personnellement le chef de l'État à cette diffusion. Entre-temps, donc, Pierre Blériot s'insurge du fait qu'il n'y a qu'à peine 4 chaînes de télévision qui ont été invitées à couvrir cet événement. Première chose, est-ce que le président Paul Biya est le président de 4 chaînes de télévision au Cameroun, ou alors le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais? Et donc, ceux qui ont organisé cette affaire devaient impliquer quand même la majorité des chaînes de télévision. Je n'ai pas regardé le documentaire, mais j'ai regardé des affiches qui circulaient et qui mobilisaient un certain nombre de personnes à regarder. J'étais en train de causer avec un de mes petits frères à la maison. On échangeait sur la parole de Dieu. Donc, c'est de ça qu'on parlait. Donc,
ce qui se passait au palais de congrès de Yaoundé, un film documentaire pour parler du président de la République, je pense que c'est limité en fait. Ah bon? Oui, le président de la République est un monument. Le président de la République représente quelque chose de bien plus grand que ça. Pour moi, c'est l'homme politique du siècle en Afrique. C'est également celui qui aura en 40 ans porté l'histoire de l'Afrique en fait. Il a vu l'Afrique. Quand vous saluez le président Paul Biya, vous avez salué tous les présidents d'Afrique d'hier, vous avez salué ceux d'aujourd'hui, et certainement le visage de l'Afrique que vous verrez demain. C'est-à-dire qu'une Afrique des hommes où on voit la véritable sagesse agir, où on voit la pondération, où on voit véritablement le pouvoir. Je n'ai pas regardé le film documentaire parce qu'à l'intérieur, il y aura des redites, beaucoup de redites, beaucoup de choses qui seront redites. Il y a quelque chose qui m'a marqué, on appelle le mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau. C'est un mouvement qu'on appelle en abrégé MOCAR. Le MOCAR avait eu l'idée d'organiser toute une semaine qu'on appelle la semaine du renouveau. Et ils ont décidé de faire quelque chose d'assez original. Ça commençait par la foire du renouveau. C'était du 16 au 19 octobre 2023. C'était ce qu'ils voulaient faire. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire pendant cette foire? C'était exposer les réalisations du renouveau. C'est-à-dire de 1982 à 2023. Et ça, c'était secteur après secteur. Permettre à ce que chaque ministère, chaque institution vienne présenter aux Camerounais toutes les choses que le renouveau a produit. Le parcours. Où étions-nous en 1982? Où sommes-nous arrivés en 2023? Et maintenant, à la fin, ça devait terminer par ce qu'on a appelé ici les awards du renouveau. Les awards du renouveau, qui étaient une grande cérémonie où il fallait, n'est-ce pas, primer ceux qui ont accompagné le président de la République depuis 1982 à 2023. Mais on s'est rendu compte avec la production d'hier qu'on s'est arrangé à faire un petit truc, alors qu'en réalité, il y a des projets qui avaient été présentés à plusieurs personnalités. Même le ministre de la Culture, certainement, avait reçu des plaquettes sur ce que ce groupe de jeunes voulait faire. Et le MOCAR, c'est 90%. Vous voulez faire comprendre que votre mouvement, que vous appelez la MOCAR, a eu à proposer un certain nombre de choses qui ont été bottées en touche pour aller finalement choisir un film documentaire pour le président Paul Biya qui est certainement réducteur. C'est ça c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est ce que je veux justement montrer parce que moi en réalité également je pensais à ce quel était le but de ce film documentaire? C'est la question. Parce qu'il faut savoir en réalité que le président de la République, quand on parle de renouveau, le renouveau c'est pas un homme. Le renouveau c'est une vision. Le renouveau, c'est quelque chose qui existera après le président de la République, Paul Biya. Parce que le renouveau, c'est la transition entre le Cameroun, qui était un Cameroun où il y avait la dictature entre guillemets, pour un Cameroun ouvert, où on parle de la démocratie, où on a vu un certain nombre d'éléments, de rudiments être mis sur pied. Le Cameroun est parti d'un pays qui était un pays pauvre, à un pays qui part vers ce qu'on appelle l'émergence. Ça signifie qu'il y a un parcours. Alors réduire ça à un film, je pense que les personnes qui ont fait le film, je ne l'ai pas regardé, pas encore. Je crois qu'ils avaient certainement des bonnes intentions. Et le film sera certainement bien, je vais le regarder. Mais je pense pour moi que le président de la République... Entre-temps même, est-ce que vous n'avez même pas l'impression que la communication est pratiquement biaisé? La communication a été ratée autour de cet événement, puisque nous la faisons une grosse publicité en parlant ce matin. Aujourd'hui, personne n'en parle, alors que ça donne l'impression que les Camerounais s'intéressent par leur chef de l'État. C'est-à-dire que vous avez sorti votre affaire là, c'est à peine si vous voyez deux bam, ça, on peut coller un mot, et tout. Ben, qu'avons-nous fait de la communication autour de cet événement? Ce n'était pas un événement qui avait pour objectif premier de permettre à ce que tous les Camerounais soient informés. Non. C'était donc quoi? Pourquoi n'en ont pas organisé ça? C'était bien ciblé. Vous voyez bien même le choix des médias qui devaient accompagner, diffuser le film.
Mais si c'est quelque chose qui regarde le baobab situé au sommet de la montagne qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt, alors tous les animaux de la forêt doivent être concernés. Et je pense que même ceux qui sont dans l'eau doivent pouvoir voir quelque chose au niveau de la plage. Ça signifie que personne ne devait être mis de côté. On devait permettre à ce que ça soit accessible à tout le monde. Et je termine simplement en disant que pour moi, je vois qu'il est important que le président de la République puisse avoir un musée Paul Biya. Pourquoi je parle d'un musée Paul Biya? Moi, je pense en réalité que pour avoir un musée Paul Biya, on n'a pas besoin de se taper la tête. Parce qu'il faudrait expliquer aux Camerounais qu'avant 1982, le Cameroun était comme ça. Et le seul président camerounais qui aura passé plus de 40 ans au pouvoir, il faut préciser aux Camerounais qu'on n'aura plus un président qui aura 40 ans, qui passera 40 ans au pouvoir. Alors l'histoire du président de la République est une histoire qui doit être gravée dans les mémoires des Camerounais. Ils doivent avoir un endroit où quand ils entrent, ils ne voient que Paul Biya. Ils voient Paul Biya de A à B. Merci. Parce que l'histoire du Cameroun est greffée au nom Paul Biya. Pierre Blériot-Niemek, nous sommes donc au Cameroun en 2024. Avez-vous l'impression que, compte tenu des doléances des Camerounais, compte tenu véritablement des souffrances des Camerounais, en 2024, ce qui est important pour une certaine organisation, c'est d'aller tourner un film documentaire pour le président Paul Biya, où on invite quelques 2 ou 3 copains là au palais de congrès? Parfait, ici, c'est vrai que mon copanéliste, comme nous sommes en face à face aujourd'hui, je ne vais pas vraiment lui répondre. Il en fait trop. Du coup, je risque d'en faire trop dans l'autre sens. Je crois qu'avant lui, les Messanga Nyamding, autres, les gens n'ont fait plus que ce qu'il fait là. Il est libre de ses positions, monsieur. Mais il ne faut pas qu'il énerve quand même les jeunes gens de son âge. Il énerve qui? Lui n'a pas 40 ans. Qu'est-ce qu'il sait des 40 ans de Paul Biya? Lui, il a peut-être 32 ans. Donc il subit... Il en est 36. Voilà, il a 36 ans. Il subit Paul Biya depuis une dizaine d'années seulement. Qu'est-ce qu'il dira de ceux qui l'ont subi? Que voulez-vous dire exactement? Je veux dire exactement qu'il se moque des souffrances. Lui, il se moque des souffrances des Camerounais en 42 ans. Mais c'est pas ça. Moi, je reviens sur Paul Biya, l'homme d'État et le film. Je dis clairement, parfait ici, que les gens ne se servent plus de l'image de l'homme d'État pour leur lutte de clan. Vous avez, en faisant cela, vous avez desservi la cause du chef de l'État. Vous avez mal agi. Donc maintenant, si le chef d'État vous demande le bilan, comme vous aimez lui mentir, vous allez dire, non, vraiment, c'était... Personne n'a vu votre affaire. Personne. Maintenant, même les gens cultivés cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le film. Parce que c'est vous qui avez discriminé. Et les chaînes qui ne nous aiment pas, les chaînes qui nous aiment. Non. Je prends le cas d'Info TV. Est-ce que vous, de la présidence, vous pouvez dire que nous ne vous aimons pas, Info TV? Non, est-ce que vous pouvez dire que nous ne vous aimons pas? Vous faites tellement mal les choses que si on ne vous aimait pas, moi je ne sais pas. On ne vous déteste pas en tout cas. Ce que vous prétendez vous aimer là, souvent même il n'y a pas de la matière pour vous vendre. La preuve, oui, on en parle. Quand vous voulez vendre un produit, allez même chez vos ennemis. Bien sûr. Equinox a de l'audience, Info TV a de l'audience, ainsi de suite. Faites-le. C'est Paul Biya qui gagne. Vous allez avec quelques copains, quand la barque commence à prendre de l'eau, il faut être intelligent, il faut créer de nouvelles ouvertures. Donc moi, je dis c'est pas bien. Maintenant, le film documentaire sur Paul Biya, il a été tourné en combien de temps? On a rencontré qui? On a associé qui? Ça ne peut pas être une affaire de quelques personnes comme ça. Par contre, là, je suis d'accord. Autant il faut restaurer la mémoire d'Amadou Ahidjo, premier président de ce pays, autant celle de Paul Biya doit être enseignée. Il y a des choses à retenir. Il y a des combats souterrains que Paul Biya a menés. Ça, il faut le dire, hein, et qu'il a remporté de hautes luttes. Il y a quelque chose de bon. Mais il faut même que ce soit des bouches crédibles qui le disent. Ça aussi. Vous ne pouvez pas prendre les gens que je vois là. Non, non. Faut qu'il y a des gens crédibles. Lorsqu'ils vous parlent de Paul Biya, vous retenez quelque chose. Maintenant, quand vous faites un Capharnaüm, vous faites tout cela, conséquence, et Paul Biya ne va pas se sentir bien.
Chaque fois que vous avez associé son image à une chose, vous avez associé son image au stade olympique. Ça n'a jamais porté son nom. Ça a donné ce que ça a donné. Le stade n'est pas fini. Non, respectez quand même ce monsieur. Montrez-lui vos clivages. Paul Biya n'est pas la propriété d'une communauté tribale. Il n'est pas la propriété d'un groupe ethnique. Il n'est pas la propriété d'un groupe politique. Le président du RDP... Il n'est pas la propriété de certaines chaînes de télévision. Non. Est-ce que vous avez même su que Paul Biya regarde les chaînes que vous avez choisies là? Moi, je vous rassure que Paul Biya regarde les faux-tirs. Vous passez le maître dans les cams, les sims. Hein? Nous allons lire quelques messages de nombreux téléspectateurs ce matin. Bonjour parfait, ce n'est pas la pondération qu'on attend du président. Ce sont des actions et résultats qui changent le quotidien des Camerounais. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à tout le panel. Je sais que je serai lu ce matin, contrairement aux autres fois que j'ai eu à envoyer des messages là-bas. Aujourd'hui, Blériot a fait du dernier combat notre compatriote Nganou. C'est très bien, vu de sa part, et même parfait, et de son avis. Mais en tant que modérateur, il n'a pas voulu trop se pencher du côté de Blériot. C'est très bien. Bonne journée, c'est The Daniel, au quartier général. Autre préoccupation ce jour. Bonjour PA et au grand Blériot, ce jeune homme nous énerve, comme le dit bien le grand frère. Je suis de 87 comme lui et je n'ai pas envie de me rappeler du seul président que j'ai connu. Et c'est le monsieur qui a mon âge qui m'énerve. Autre message ce jour, bonjour le plateau, mes respects à toi, le grand perfecto. J'aimerais savoir si tu te reposes même. Vraiment beaucoup de courage à toi frérot. Ah frérot. Il faut travailler. Il faut toujours travailler. Peut-être qu'un jour, on va aussi m'inviter à la présidence pour aller regarder le film documentaire. Autre message ce jour. Bonjour Blériot, tu as parfaitement raison. Ce film parlait de l'histoire et de la réalisation du président. Mais après, c'est devenu le film de ses ministres où chacun faisait son témoignage. Voilà. Alors que vous savez que les Camerounais n'aiment pas les ministres de Paul Biya. C'est-à-dire, quand vous prenez vos images, vous les ministres, vous associez à l'image de Paul Biya, ça gâte tout. Vous ne vous aimez même pas un peu comme ça. Bonjour à vous. Vraiment, quand je vois ce jeune ayopiste, ça me fait mal au cœur de voir que même la jeunesse est vendue. Ouais. Est-ce que le jeune là n'a pas le droit d'avoir ses positions? Alors, autre message, bonjour tonton et toi, vos différentes analyses concernant le dernier combat de Nganou me font marrer et je peux aisément comprendre le niveau d'inculture de certains. Comme réitéré dernièrement, dans le monde du sport de haut niveau et nombreux autres domaines, ce sont les loges qui décident qui va gagner ou perdre. Tout est connu préalablement et ce qu'on vous brandit comme spectacle n'est que folklorique. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Osak Mbanjok de la modération. Pour la dénonciation, ceux qui ont organisé cet événement, y compris le chef de l'État lui-même, veulent appliquer une des lois du livre de Machiavel qui dit que seule la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'un dictateur peut faire autant de mal pendant des années, mais à la fin de sa carrière, il peut blanchir sa carrière en montant des monuments à son nom, des statuettes à son image, des livres et des documents en son nom. Sauf que Machiavel ne sait pas, les ancêtres de Omniobe ne fonctionnent pas comme ça. Ce film est très réducteur, nul et très mal réalisé. Ceux qui l'ont réalisé ont cru que nous étions à l'époque où on utilise encore les magnétoscopes et les cassettes. J'imagine un peu le logiciel de ces gens qui ne font que noircir l'image des billards. Autre message ce jour, bonjour parfait. Et à tout ton panel. Parfait, pourquoi tu t'étonnes sur le fait que Nganou aurait vendu son combat? Les Nganous sont versatiles. Ma plus grande déception est la promesse non tenue du gouvernement. Il nous a promis une croissance à 2 chiffres, l'électricité, etc. Et entre-temps, ces gens ont endetté le pays à hauteur de 14 000 milliards en 10 ans. Au Zimbabwe, le président Mugabe, à l'âge de 91 ans, avait pensé que la seule personne qui était capable de lui
succédé était son épouse. J'ai bien peur que cette situation arrive à un pays d'Afrique centrale. C'est Hilaire des Niga qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour PA. Certes, le jeune monsieur a son droit de prendre sa position, mais comme monsieur Blériot lui a dit, s'il vous plaît, et qu'il n'énerve pas la jeunesse. On ne peut vanter quelqu'un qui a passé le temps à nous imposer des gens qui ne travaillent pas. S'il a déjà pris sa part au RDPC, qu'il nous épargne ces discours-là, pardon. Autre message ce jour, bonjour parfait, et mes amitiés à tout le panel. Avec votre permission, je voudrais rappeler à M. Blériot-Niemek que Joshua n'a jamais combattu Fury dans un combat officiel. Nganou, bien qu'ayant fait une bonne prestation face à Fury, ça ne lui donnait pas du coup les fondamentaux de la boxe. Et si vous dites que Nganou a vendu le combat, ça veut dire que vous insultez l'intelligence de Nganou. Nganou a perdu le combat. C'est pas d'ailleurs sa première défaite. Il en a essuyé d'autres, sauf que la dernière est plus violente. Joshua n'a jamais battu Fury. Fury à ce jour est invaincu. Un téléspectateur averti. Dites-lui qu'on va lui mettre la vidéo où Joshua envoie Fury au sol. J'envoie ça directement à la réalisation. Voilà. Bonjour tonton parfait, s'il te plaît, j'aimerais savoir s'il est possible que la première dame du Cameroun puisse rouler avec le véhicule du président de la République ayant son immatriculation PRC, sachant que ça fait partie des attributs du président Paul Biya. Vous êtes mieux outillés pour m'expliquer. Merci. Bon, c'est vrai que cette situation crée quand même un débat au niveau des réseaux sociaux depuis quelques jours. Nous allons vous donner un peu plus d'explications dans quelques jours également. Gardez votre mal en patience. Autre message ce jour, bonjour le panel. Si vous prêtez attention en regardant minutieusement ce combat, vous verrez que c'est une mise en scène. Le premier round, Joshua ne l'a pas touché lorsqu'il est d'abord tombé. Et le second, il s'est laissé toucher légèrement. Bonne émission à vous. C'est Franck de Bingala qui envoie le message. Je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour au Hibou FC de la modération qui règne en maître sur tous les petits églisiens de la modération. Concernant le combat de Nganou, il faut noter qu'il était effectivement prêt, mais il a trouvé un costaud groumier qui l'a fait confondre Riyad à Batier. D'ailleurs, est-ce que ça nous surprend? Parfait, actuellement, qu'est-ce qui marche au Cameroun? Le football, monsieur nul, dame zéro, football poussant, en lambeau. Vous voulez que Nganou fasse l'exception comment? Au Cameroun, quand il y a la route, il n'y a pas les autoroutes. Quand il n'y a pas les douanes, il y a les espaces minés. Quand il n'y a pas l'huile du moteur, il y a l'huile du coquille. Les choses se passent de telle manière que si un Tchadien se présente à l'élection présidentielle au Cameroun 2025, il va gagner. C'est Stéphane de Paname qui nous envoie le message. Je vous amène au 216. Je pense que c'est la Tunisie. Oui. Bonjour parfait et à ton riche panel. Le but de ce film était pour venir étouffer la version il y avait quoi avant pour nous montrer les réalisations actuelles. Mais sauf qu'avant à 20 ou à 22 ans de l'ancien président, il a beaucoup réalisé qu'à 42 ans, si avec l'allure que l'ancien président avait pris, si c'était lui qui continuait de gouverner ce pays, nous ne serions pas là où nous en sommes là maintenant. Une capitale sans eau, sans électricité, sans soins médicaux, une éducation relevée, sans moyens de transport en commun, sans la paix totale dans notre pays, sans une économie forte, etc. Vraiment, ce régime nous a tant fait de mal qu'il rentre et nous laisse notre pays en paix. Disons peut-être deux dernières préoccupations là. Pardon. Bonjour à tout le panel. Un jour, dans une conférence, Serge nous disait que certains ministres, quand ils ont des soucis, le supplient pour envoyer des reporters pour montrer la réalisation. Mais quand il a besoin de certaines facilités pour couvrir les événements présidentiels et ministériels, ils répondent aux abonnés absents. C'est Ange Edessos. D'abord, qui est Serge?
Moi, je ne comprends pas. Hein. Alors, allons au 240. C'est la Guinée équatoriale. Bonjour, parfait. Concernant le combat de Ngannou, tout était préparé d'avance. Je m'explique. Le premier combat face à Fury était du sérieux et personne n'avait vu Ngannou venir. Il avait surpris tout le monde et humiliant le noble art. En humiliant le noble art. Les Blancs étaient très malins. On utilisait le même Ngannou pour restaurer l'image de la boxe. Regardez bien le premier combat. Il a gagné presque 10 millions de dollars. Mais il a gagné plus du double au deuxième combat. Ngannou ne s'est pas entraîné durement comme au premier combat parce qu'il connaissait déjà l'issue du combat. Après son combat contre Fury, Ngannou a intégré le top 10 des poids lourds de la boxe. Il occupait le 10e rang. Cela signifie que Ngannou faisait son premier combat professionnel en boxe samedi. S'il gagnait, il allait se retrouver en finale et devrait affronter le gagnant entre Tyson Fury et Alexandre Usyk. Et s'il venait à gagner la finale, il devrait directement être champion du monde des poids lourds de la boxe anglaise en 2 combats professionnels. Parfait, tu vois ça? Non, 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 non. Ils ne peuvent pas permettre ça, surtout à un novice. On sait tout le business qui se trouve dans la boxe et surtout la rivalité qu'il y a entre la boxe anglaise et le MMA. Maintenant, Ngannou doit savoir que lorsqu'on accepte de vendre un combat, on ne perd pas de cette façon. Non seulement il a été très humilié, mais il aurait pu laisser sa vie. Bonne journée à vous. C'est Herman DiCaprio depuis Bata qui nous envoie cette préoccupation. Enfin, ici, oui, je retiens une chose à la fin de ce discours. Il dit, dans l'hypothèse que Ngannou aurait vendu le combat, Ngannou s'est laissé quand même battre de manière sauvage. C'est-à-dire qu'il a pris un coup très violent. Pour le téléspectateur qui dit que Joshua n'a jamais combattu Ngannou, je crois que la réalisation, vous avez calé déjà pour lui. Est-ce qu'on peut avoir les images? Est-ce que nous pouvons avoir ce que Joshua avait fait à Tyson Fury? Pour que ce type voit ce que Joshua a l'habitude de faire aux gens. Quand... Bon, on y reviendra. Hein. La réalisation est encore en train de caler ces images. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. C'est la grande messe de tous les jours. Espace Miné. Qui dit mieux? À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt sur le phénomène, entre guillemets, de très hautes instructions dans notre pays de manière régulière. Nous avons des notes écrites par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo, avec la mention sur très haute instruction du président de la République. Le débat est en train d'enfler, le débat prend corps au niveau de l'opinion. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'une manipulation du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au moment d'autres retorquent en disant il n'y a pas de manipulation, c'est juste une réalité. Ce matin, nous allons posé le problème tout en prenant également le prétexte de l'honorable Nietzsche et qui n'est pas allé du dos de la cuillère en portant plainte contre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, du côté du tribunal de grande instance du Foundi, en faisant comprendre qu'il s'agit là ni plus ni moins de l'usurpation de fonction. Patrice Siméon Vraiment, quel est le regard que vous posez de manière générale sur ce que l'on appelle de plus en plus au Cameroun les très hautes instructions? La première chose, c'est que les très hautes instructions, c'est purement camerounais. Parce que les instructions d'un chef sont toujours très hautes. Ça signifie que dire que ça vient du président de la République, quand le président de la République signe, ce sont des hautes instructions. On ne débat pas avec les instructions d'un chef. Si on doit préciser très haute instruction ou parfois très très haute instruction, ça signifie qu'il y a un problème au niveau du respect de l'autorité. Et quand vous regardez la façon de fonctionner de notre gouvernement, vous vous rendez justement compte qu'il y a un mépris total de l'autorité. C'est-à-dire que tout le monde veut singer le président de la République, tout le monde veut être chef. C'est pour cela qu'ils confondent, c'est pour ça qu'ils ont classifié les hautes instructions, puisque tout le monde utilise haute instruction quand il veut, où il veut, et c'est le mélange, ça devient un peu le fourre-tout. Mais maintenant, le secrétaire général de la présidence de la République, qui est également ministre d'État, lui par contre, quand vous prenez par exemple le décret
numéro 2011/412 du 9 décembre 2011 portant réorganisation de la présidence de la République. La présidence de la République, c'est un peu plus de 21 structures qui travaillent comme ça, avec ministres délégués. Et toutes ces structures qui travaillent sont chapeautées par le secrétariat général à la présidence de la République. Et le secrétariat général à la présidence de la République est justement, quand on parle, qui a la tête, il y a à la tête un secrétaire général à la présidence de la République qui est accompagné par 2 secrétaires généraux adjoints. Il est accompagné par des adjoints. Et ces adjoints-là, justement, au cas particulier, spécial, où on prend un arrêté particulier, des textes particuliers peuvent permettre à ce que ces derniers puissent avoir également des rôles à jouer. Mais le piston qui fait tourner la machine ici, c'est le secrétaire général à la présidence de la République. Parce que le secrétaire général à la présidence de la République est chargé, n'est-ce pas, des relations entre la présidence de la République et le gouvernement. Il est également chargé de la liaison entre la présidence de la République et les différentes institutions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, toutes ces structures-là. C'est ça le rôle justement joué par le secrétaire général. Le secrétaire général... Lorsque vous avez donné, entre guillemets, ces missions ou le rôle du SGPR, la question reste posée. Je voudrais qu'on aille droit au but. Cette affaire de très hautes instructions, c'est une manipulation de Ngongo, ou alors Ngongo ne fait que exécuter les très hautes instructions justement de son chef, le président de la République. Je ne sais pas ce qu'on appelle très hautes instructions, mais je sais que le secrétaire général reçoit du président de la République les directives quotidiennes. Et c'est ce que le ministre, et c'est ce que je demande dans le SGPR appelle très hautes instructions. Voilà, ça c'est, en fait, ça c'est... Et lorsqu'il reçoit des directives, il les répercute. Justement. À un membre du gouvernement, c'est pas moi responsable, il appelle très hautes instructions. Là, c'est le nom qu'ils ont donné. Mais en réalité, c'est son travail. Il est purement dans son boulot. Donc, il ne manipule pas. Non, haute instruction, c'est justement, quand vous voyez haute instruction, c'est la classification pour dire que d'habitude, les instructions que vous voyez, ce n'est pas haute. Et ça signifie qu'il y a les moyennes instructions, les basses instructions. Mais moi, ici, ce que je voudrais juste dire, c'est qui dénote, ce qui se cache derrière les très hautes instructions, c'est l'expression qu'on utilise, haute instruction du chef de l'État, c'est juste pour montrer ici qu'il n'y a pas de respect de l'autorité. Parce que même quand vous regardez la façon avec laquelle, quand vous regardez comment les ministres se comportent dans la République, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas le temps du président de la République. Ça, c'est une vérité. Et le président de la République le sait. Le président de la République sait qu'il y a plusieurs parmi ses ministres qui se foutent pas mal de lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à des dieux bizarres. Il y a beaucoup qui croient à des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont pas peur du président ou de quoi que ce soit. Vous pensez qu'il y a un ministre dans ce pays qui n'ait pas peur du président? Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. La seule chose, je vous dis, il y a beaucoup actuellement qui n'ont pas peur du président. La seule chose qui fait la différence, c'est quoi? La seule chose qui fait la différence entre eux et le président de la République, c'est que le président a le pouvoir. Et ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Ils ont la capacité aujourd'hui de nommer des gens. Ils ont la capacité de détruire, de défaire, de tuer sans que personne ne les arrête. Et la seule chose qui fait la différence entre eux et le président de la République, c'est que le président de la République est celui qui a reçu le mandat du peuple. C'est-à-dire qu'il est celui qui a prêté serment. Mais eux jouissent de l'autorité et des prérogatives qu'octroie le président de la République par délégation. C'est-à-dire que le fait que le président de la République vous nomme par exemple à un ministère, vous êtes appelé à implémenter la politique du président de la République dans le ministère dans lequel il vous envoie. Je termine simplement en disant que ce que vous voyez avec les hautes instructions, il faut préciser ici que le secrétaire général de la présidence de la République est l'assistant du président de la République. Et pour cela, il a ce qu'on appelle délégation de signature sur un certain nombre de sujets et d'actions qu'il a appelé à mener. Effectivement, quelqu'un voulait nous donner la différence
en disant que oui, délégation de signature, oui, mais délégation de pouvoir est un problème. Il n'y a pas de délégation de pouvoir. Il y a délégation de signature, oui. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, ne faisons pas dans la fine bouche. Le débat prend corps au Cameroun. On a même vu une situation il y a quelques mois où le secrétaire général, ministre d'État, avait justement envoyé une note à un ministre d'État également de la République sur très haute instruction. Et on a vu le ministre faire dans la... ne voulant pas obéir en disant qu'il n'était pas sûr de ce que le SGPR a dit. Il dit qu'il n'est pas sûr que le président est au courant de cette note. Ça montre que, même au sein du gouvernement, il y a une cacophonie avec cette affaire de très haute instruction de Ngongor. Ok. Parfois ici, c'est un secret polichinelle que les 13 autres instructions sont aussi vieilles que le poste de SGPR. Tous les autres SGPR en ont bénéficié. Maintenant, je vais vous donner mon sentiment personnel du fonctionnement d'une administration. Parfois, ici, a une secrétaire en tant que DG d'Info TV. Cette secrétaire ne peut pas inventer une instruction de Parfait ici, mais elle peut manipuler Parfait ici. Ça, c'est clair. Vraiment, il ne faut pas être sorcier. Là, je parle simplement. C'est-à-dire, votre secrétaire peut, je ne parle même pas des attachés de direction, hein, je dis seulement celle qui saisit vos documents, peut orienter votre décision. Je parle, maintenant, je viens au niveau de la présidence de la République. Le Cameroun a un système hyper présidentialiste. La primature est un décor. Le Cameroun se gère à la présidence. Ça, c'est le Cameroun. Ça se gère à la présidence. Et comme mon copanéliste vous disait, il y a beaucoup de structures à la présidence. Il y en a trop. Et tout ce qui se fait doit être ramené à l'appréciation du chef de l'État. Mais la dernière main qui touche à ces documents, avant d'être soumis à l'appréciation du chef de l'État, c'est la main du SGPR. Que ce soit le ministre d'État Ngongo ou tous les autres, il faut entendre la SGPR. Il ne faut pas faire de fixation. Alors, le chef de l'État du Cameroun est un humain comme les autres. Il faut arrêter cette affaire où on pense que Biya ne peut pas se tromper, on ne peut pas tromper Biya comprend. Non, 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 c'est pas vrai. Tous les administrateurs savent que vos collaborateurs, d'ailleurs les hauts cadres en administration, sont des agents qui contribuent à la prise de décision. Parfait, je suis votre collaborateur ici. Je contribue fortement à la prise. Vous me posez souvent, vous pensez, Blériot, tu penses. Donc, tout à fait. Et ça, vous êtes sûr que si j'ai un vice, vous pouvez le subir. Si je veux que ce soit M. Vomo qui aille quelque part, je peux vous manipuler. Mais en fin de compte, il faut faire le distinguo. Est-ce que le ministre d'État actuel, Ngongo, peut initier et envoyer une très haute instruction à un ministre? Non. Ce n'est pas possible. S'il le fait à midi 15, il sera débarqué. Il ne peut, comme je ne peux pas ici, usurper le titre de DG, parce que parfait, prenez ça en note. Nous sommes, avant d'être collègues, nous sommes des amis. Mais quand vous découvriez un document dans lequel je dis que parfait, le DG a dit 6, comment vous allez prendre ça? Alors que je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit. Comment vous allez prendre ça? C'est pas normal. Est-ce que Biya est l'ami de Biya? Non. Lui, il est né Campo. Non. Là c'est pas possible. Si Biya découvre que Ngongo a... D'ailleurs, ces très hautes instructions sont souvent adressées à d'autres membres du gouvernement. Donc, susceptibles de retourner chez le président de la République. Parce que si vous envoyez une très haute instruction à quelqu'un comme le ministre d'État Laurent Esso, vous connaissez quels sont les réseaux qu'il a pour faire retourner une instruction. Et d'ailleurs, tous les ministres, chacun essaie d'avoir sa presse et tout le reste. Donc, le ministre d'État on n'ignore pas que s'il invente, le lendemain, cette très haute instruction sera sur les réseaux et tout le reste. Donc, de ce point de vue, en levant la fausse équivoque,
il peut y avoir, comme pour lui comme pour tout autre collaborateur très proche d'un chef, de la manipulation. Si je veux que mes gens soient nommés, mes gens seront nommés. Et j'aime vous dire qu'à une certaine époque, on avait eu un SGPR qui avait nommé un DG de la CRTV, alors que le DG était en fonction. Heureusement que les réseaux du DG lui ont dit que non. On a une note ici. On a une note ici. Qui te débarque. Le gars a usé aussi rapidement de ses réseaux pour bloquer la note. Et j'aime vous dire, les ministres qui résistent, un de ces ministres qui a résisté, c'est parce que lui-même a été SGPR. Les pouvoirs d'un SGPR sont donc évidemment très élargis. Parce qu'étant la dernière barrière pour atteindre le chef de l'État, le chef de l'État ne va pas rentrer, recommencer à étudier les 10 000 dossiers qu'on a mis dans les différents services de la présidence pour les apprécier à nouveau lui-même. Vous donc, ou ceux qui n'aiment pas les très hautes instructions de Ngongo, il y a une seule chose à faire, dire à Riyad d'enlever Ngongo. Et celui qui viendra après Ngongo va jouir des mêmes prérogatives que Ngongo et du même pouvoir. Ça, c'est comme ça. Quand vous étiez là, vous jouissiez de cela. Ça peut déranger. Le SGPR au Cameroun, après le chef de l'État, est l'homme. J'ai suivi vos débats hier. Le professeur Mathias qui parlait de la théorie, non, le SGPR n'est pas sous les ordres du Premier ministre. Non, parlons de la réalité. Non, il ne reçoit aucune instruction du Premier ministre. Ça, il ne travaille pas avec lui. Lui, il travaille là-bas, là où les choses se décident. Le Premier ministre a aussi... Mais le Premier ministre est le chef du gouvernement. Oui, mais il n'est pas... Mais attendez, le SGPR est membre du gouvernement, mais à statut spécial. Maintenant, si le SGPR est membre du gouvernement, qui est donc le chef du gouvernement? Non, pas fait. C'est le Premier ministre. Non, pas fait. Et donc, le Premier ministre peut justement lui donner des instructions. Non, pas fait ici. Effectivement, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, oui. Vous êtes chef de l'État. Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous êtes chef de l'État, on ne viendra pas vous tuer dans la rue. Vous avez... L'administration, c'est divisé en deux groupes. Le président de la République a son secrétariat général, avec lequel lui, il travaille directement. Il nomme un premier ministre. Et il donne quoi à ce premier ministre? Un secrétaire général aussi. Vous savez qui est le secrétaire général des services du Premier ministre? Monsieur Fouda. C'est un type très puissant aussi. Donc lui aussi jouit de sa puissance là-bas. Donc comparez la puissance de Fouda à celle de Ngongo, mais chacun avec son chef. Maintenant, si le président permettait au Premier ministre de travailler avec le SGPR, il y aurait clash. Parce que le Premier ministre pourrait donc donner des instructions contraires aux instructions du chef de l'État. Le Premier ministre travaille avec le SGPM. Voilà son collaborateur immédiat. Le SGPR n'est pas son collaborateur immédiat du tout. L'organisation fait ceci. Elle démarre par la présidence et elle ouvre les démembrements avec le premier ministère qui va. Il n'y aura jamais une autre qui partira du premier ministère pour être une instruction donnée au SGPR jusqu'à ce que Biya meure. Ça ne se produira jamais. Merci. Lisons encore quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait, il y a tout un panel. La question des hautes instructions est une affaire qui appartient à la haute sphère. Il est difficile de dire avec certitude que ça peut s'apparenter à de la manipulation, puisqu'à ce jour, les faits nous le démontrent. Avez-vous souvenir dans ce pays où le président a un jour remis en cause ces hautes instructions? Et si manipulation il y a, ça veut dire que même le président est complice, vu qu'il n'a jamais, de façon officielle, remis en cause ces hautes instructions. En passant, dit à Blériot que j'attends toujours la vidéo où Joshua met Fury KO dans une carte officielle. Un téléspectateur averti d'Enga Onderi. Allons du côté du 241. Nous sommes là du côté du Gabon. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est bonjour. Bon, nous vous disons donc aussi donc bonjour. Autre message, Monsieur Niamey, que le SGPR n'est pas membre du gouvernement. Il est toujours nommé par un décret différent de celui du gouvernement. Il faut dire que ça a été un grand débat hier, sur libre expression, entre savoir si le SGPR est membre du gouvernement ou non. C'est quoi un membre du gouvernement? La réponse est là. C'est quoi un membre du gouvernement? Comment on appelle les membres du gouvernement? Habituellement, ce sont des ministres. Des ministres et assimilés. Le SGPR est un ministre. Et il est devenu d'ailleurs ministre d'État. C'est un membre du gouvernement. Là, ce n'est pas là-bas le débat. L'organisation est autre.
il est membre du gouvernement, ministre délégué, ministre d'État. Il est membre du gouvernement. Avant, les SGPR étaient même de simples ministres. Nous allons lire d'autres messages. On part au 213, c'est l'Algérie. Bonjour, parfait. Ici, franchement, ce que je retiens de cette plainte du député Nietzsche, c'est qu'il y a plusieurs soi-disant opposants qui condamnent cet acte du député. J'ai même lu un opposant issu d'une autre coalition qui dit que Nietzsche n'a pas le droit de porter plainte contre le SGPR. Et chose curieuse, j'ai constaté que le parti au pouvoir défend et soutient un peu trop cette coalition de Olivier Billet. Et je me demande bien quel est le projet. Les 40 partis politiques que le régime Biya vient de légaliser ont-ils un rapport avec cette coalition qui interdit à un député de porter plainte au SGPR? Je pense que mes yeux sont en train de s'ouvrir et de voir clair. On peut être d'accord pour une délégation des signatures, mais pas une délégation de pouvoir. Parfois ici, rappelons-nous de ce document qui a été communiqué à la CRTV nommant un DG et le même jour, une autre signature venant du même régime vient contredire la première. C'est du jamais vu. Le Cameroun n'est plus gouverné. Non, on va pas. Non, est-ce que c'était un document venant de la présidence? Le Cameroun reste gouverné. Non, est-ce que ça venait de la présidence? Autre message, et là nous sommes au plus 44, c'est l'Angleterre. Good morning, parfait. Bonjour le panel. Les textes disent que le SGPR est chargé des relations entre la présidence et le gouvernement, le chef du gouvernement étant le premier ministre. Les hautes instructions devraient donc aller au chef du gouvernement. C'est ça ou je me trompe? C'est Monsieur Happy depuis Londres. Autre message, on part au 241, c'est le Gabon. L'OSG du PR et le PM ont une relation fonctionnelle, dont le PM ne peut jamais influencer le SG. C'est Albert depuis Libreville qui envoie le message. Il faut lire ce message pour clore le débat. Il dit. Donc pour lui, le débat est clos lorsqu'il a dit ce qu'il vient de dire là. Alors, on va relire ce que tu as dit. Ouais. Il dit, le SG du PR et le PM ont une relation fonctionnelle, dont le PM ne peut jamais influencer le SG. Et pour lui, le débat est clos. Une relation fonctionnelle, c'est tout. Alors, autre message, pourquoi il est nommé par un décret différent? Monsieur Niemek, vous vous trompez, informez-vous. Autre message, on part du côté de la France. Il est nommé par un décret différent comme n'étant pas membre du gouvernement. Alors, au plus 33, c'est la France. Bonjour, parfait. Du combat de Nganou, je revois ce regard du chaos de Francis comme celui de tous les Camerounais depuis un moment. Le regard d'un pays perdu, dilapidé sauvagement, à la renverse, dans un chamboulement et une régression systématique, à la remorque du progrès, à la sauvette de l'innovation, et aujourd'hui, dernier de la classe, dans tous les domaines, sauf l'alcool, la danse et le divertissement, cap succumique. Ce regard, c'est celui d'un peuple agonisant et vaincu par la brutalité de la souffrance existentielle, un peuple égaré dans le mal et la noirceur de sans lueur d'espoir et qui trouvait encore un exutoire précaire dans les victoires sportives de quelques-uns de ses enfants rescapés. Ce regard est celui de tout le continent. C'est le regard d'un pays atrophié, laminé, usé. Ces films m'a trop fait rire. Allez voir combien on a débloqué. En tout cas, je peux manger ma vipère. C'est Fabio T. Monsieur Parfait, ici, je voudrais que vous lisiez pour nous les membres du gouvernement. Alors, Blaireau me donne un document là. En parlant du gouvernement de la République du Cameroun. Premier ministre, chef du gouvernement, nous avons Monsieur John Gouté. Ministre d'État, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Bilobouba Maïgari, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Laurent Esso, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jacques Famendongo, ministre rattaché à la présidence de la République, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gonga, ministre directeur du cabinet civil, M. Samuel Vondoyolo, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le gouvernement. D'accord.
Je repasse la parole à Patrice Simeon Mvomo, mais Patrice Simeon Mvomo, dans un pays qui doit quand même garder une certaine quiétude pour éviter à un moment donné un certain cafouillage, est-ce qu'il ne serait pas mieux que de temps en temps, que ce soit le président de la République lui-même qui prenne un certain nombre de décisions? L'organigramme le décret qui réorganise la présidence de la République est assez clair pour ce qui est des rôles et Bon, maintenant, les gens sont trop émotifs, hein. Les Camerounais sont comme ça, les émotions, ils prennent tout pour que ça devienne un sujet personnel. Moi, je n'ai pas besoin de connaître le nom de celui qui est secrétaire général à la présidence de la République. Vous voyez bien que depuis que je fais que parler là, je n'ai pas à citer le nom de quelqu'un. Vous voyez un peu. Dans un état normal, les individualités, les individus, c'est pas important. C'est pas important. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Que chacun fasse son travail. Et maintenant, pourquoi le SGPR a également fait Premier ministre? Ce n'est pas membre du gouvernement de façon spéciale. Donc, du genre que le secrétaire général, la présidente de la République n'est pas un membre du gouvernement. Ah bon? Mais maintenant, c'est le ministre d'État. Il y a son nom comme membre du gouvernement. Écoutez, au niveau du gouvernement qui est nommé. Je vais vous montrer juste la subtilité. C'est noir sur blanc. Je vais vous montrer la subtilité. Oui, c'est quoi la subtilité? Le secrétaire général est chargé des relations entre la présidence et le gouvernement. C'est connu. Là, ça c'est le secrétaire général. Oui. Oui. Mais maintenant, pourquoi on fait du secrétaire général le ministre d'État? Le ministre d'État est un vice-premier ministre. En réalité, c'est pour donner encore plus d'ouverture à M. Ngongo donc. Pourquoi le ministre Ngongo, SGPR, n'est pas le seul ministre rattaché à la présidence? Il y a des ministres, on les appelle les ministres rattachés à la présidence. Il est le premier d'entre eux. Le ministre directeur du cabinet civil est un ministre. Les ministres délégués à la présidence, comme les Mbargambo, ce sont les ministres, ce sont des membres. Si vous dites que le SGPR n'est pas membre du gouvernement, le DCC ne sera pas membre du gouvernement, tous les autres ministres délégués à la c'est des ministres rattachés à la présidence et il est le premier d'entre eux. Il n'y a pas de débat. Le ministre SGPR est membre du gouvernement. Ouais. Non, mais ne le dites plus. Là qu'on a cité. Il est membre de quoi? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Moi, je ne veux pas faire les débats où on fait les cris là. Vraiment, ça me... Non, ne soyez pas impoli. Ça me fait... Non, mais attendez, si vous voulez être impoli, moi je sais l'être. Vous voyez? Vous ne voulez pas faire les débats où on fait... Vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Qui vous a dit que Ngongo n'est pas membre du gouvernement? Vous voulez les débats où on embrasse les gens? S'il vous plaît, un peu de calme. Si vous embrassez. Un peu de calme. Vous voulez les débats où on fait les bisous? Patrice Simeon Mvomo, vous avez la parole. Merci. Dites encore comme vous avez dit là, vous verrez comment je vais faire les cris. Essayez encore de dire ça. Vous ne menacez pas. Non, qui essaie encore de dire qu'il ne veut pas les débats où on fait les cris? Vous voulez, quand vous parlez du baobab caché, dites encore. Calmez-vous. Voilà, dites encore. On se calme sur ce Vous voulez plateau. pas faire les bisous aussi homosexuels? Allez-y, Nous monsieur sommes Mvomo. deux. Ça signifie qu'on n'a pas assez discuté la parole. Ça Non, signifie on va se discuter la parole. C'est le genre de débat là que je vais vous imposer. Ouais. Allez-y, monsieur Mvomo. Voilà. Si nous sommes calmes, c'est bon. Quand nous sommes calmes, c'est assez. Ça nous permet à nous également de permettre à ce que ceux qui sont à la maison puissent mieux nous saisir et mieux nous comprendre. Donc, c'est quoi? Je suis pas totalement... je dis pas ce que vous êtes en train de dire est faux. Hein. C'est vous qui m'évaluez. C'est ce que je dis. Ne vous mettez pas Je vous dis que le SGPR est membre du gouvernement. Écoutez, ne vous mettez pas sur la défense. J'écoute ce que je suis en train d'apprendre. C'est un débat. Et un débat signifie échange. Et quand on parle d'échange, ça signifie que vous avez votre avis, je donne le mien. Ce n'est pas un avis. Et les personnes qui doivent comprendre le plus, c'est ceux qui sont à la maison. Et je ne débat pas sur cette question. Le ministre d'État, et voilà, je ne fais que le dire. Et Ferdinand Ngongo est membre du gouvernement. Voilà ce que vous précisez. Il n'y a pas autre chose. Ouais, il n'est pas autre chose que membre du gouvernement. On vous a compris, monsieur. Et ça, je ne veux pas de débat là-dessus. On vous a compris, monsieur Niemek. Permettez donc également Voilà. à monsieur Mvomo. Maintenant, le baobab peut faire n'importe quoi. Allez-y, monsieur Mvomo. Voilà. Voici ce que je précise. Je dis bien que le secrétaire général à la présidence de la République n'est pas un membre du gouvernement. C'est un assistant du président de la République. Mais le ministre d'État, c'est autre chose. Le ministre d'État, c'est donc monsieur Ngongo, non? Écoutez donc, ça signifie que le secrétaire général, la présidente de la République, qui a déjà son rôle,
on donne encore un autre élément de plus qu'on appelle ministre d'État, qui lui donne encore plus de pouvoir. Ça signifie quoi? Ça signifie que, mis au poste de secrétaire général de président de la République, il a déjà beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que j'ai parlé du piston qui fait tourner la machine, en début. Et maintenant, faisant encore de lui maintenant ministre d'État, un ministre d'État est un vice-premier ministre. C'est pour cela que vous avez vu dans le classement, on a commencé par le président, le premier ministre, et puis on a que selon les classifications en fait. Vous voyez un peu. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, à ce moment je prononce le nom Ngongo, est justement membre du gouvernement, du fait qu'en tant que ministre d'État. Mais en tant que secrétaire général de la présidence de la République, ce n'est pas le cas. Et je mets un nom justement parce que c'est une particularité. À ce moment, il devient ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. C'est deux missions bien précises. Vous voyez un peu. Okay. Voilà, donc je crois que là maintenant, si nous sommes compris, on peut continuer d'avancer. C'est-à-dire que je ne dis pas faux sur ce qu'il est en train de dire, mais je clarifie juste pour qu'on comprenne dans quel sens il se retrouve en train d'être membre du gouvernement. Je pense que à l'allure où vont les choses, il va falloir que nous ayons un document venant de la présidence de la République pour nous dire clairement si le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun est membre du gouvernement ou non. Blaireau, vous savez, hier, sur ce même plateau, dans le grand débat de la semaine, il y a eu ce débat. Où les gens ne se sont pas entendus. Toujours sur ce plateau, il y avait deux camps entre ceux qui pensaient, et cette thèse était soutenue par le professeur Mathias Eric Owonangini, qui pensait que le SGPR est membre du gouvernement. Il a donné un certain nombre d'arguments. Beaucoup pensaient également, comme Maître Sim du MRC, qu'il n'est pas membre du gouvernement. Parfait, ici. Je ne suis pas celui qui tranche les débats entre tel ou tel. Oui. D'accord. Ce que je vais vous dire, c'est que les gens ont confondu une pratique. Parce qu'effectivement, les gens tombent sous le coup de la pratique. Alors, je vais faire une figure. Allons-y. Je reviens toujours à vous. Parfois, ici, vous avez quelqu'un qui travaille dans votre cabinet. Oui. Que vous avez nommé. Mais vous avez des gens que le PDG vous affecte. Ils font partie de l'administration d'Info TV ou ils ne font pas partie de l'administration? Ils font partie. Bien sûr. D'accord. Le SGPR n'a pas toujours été ministre d'État. Il était ministre. Je ne parle pas de l'actuel. Il faut que les gens suivent. Nous faisons une lecture générale. C'était à la base un ministre. Il s'est trouvé que les pouvoirs dont jouissait le SGPR, parce que on ne va pas tout dire ici. Vous et moi, nous allons à la présidence. Bon, il se trouve que beaucoup de ministres eux-mêmes savent qu'ils sont soumis, entre guillemets, au ministre de la présidence. On a donc relevé le titre de simple ministre et on l'a fait ministre d'État. Par le passé, les SGPR étaient ministres. Ils n'étaient même pas ministres d'État. Ils étaient simples ministres. Il y a un groupe de ministres qui sont appelés des ministres rattachés à la présidence et dans le gouvernement. Ils sont une dizaine. Il n'est pas le seul. Lui, il a donc été... Avant le DCC, par contre, n'était pas membre du gouvernement. On a fait du DCC un ministre sous le DCC Belinga Ibutu. Il était membre de l'administration de la présidence. Il n'était pas ministre. Une fois devenu ministre, vous êtes membre du gouvernement. Un point, c'est tout. Il y a les membres du gouvernement et les ministres est assimilé. Or, la différence que monsieur veut faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ministre d'État? C'est-à-dire, non, un ministre d'État et il est SGPR ensuite. Ou alors il est ministre d'État SGPR. Qu'est-ce qu'il est? Il est ministre d'État SGPR. Mais s'il est donc ministre d'État SGPR, il est membre du gouvernement. Il n'est pas SGPR d'une part et ministre d'État d'autre part. Nous allons encore lire les messages. Je n'ai jamais Bonjour, le SGPR n'est pas membre du gouvernement. Sa qualité de ministre n'est pas liée au gouvernement. Belle explication de monsieur Anvers. Et c'est ça, rien à douter. Son ministre d'État est intitulé personné et non ex-qualité. Votre consultant confond et mélange les choses vraiment.
Autre message ce jour, dans ce grand débat, on part encore, repartons du côté du 213, c'est l'Algérie. Parfois ici, je comprends très bien le pasteur. Un SGPR n'est pas membre du gouvernement par défaut, mais dans les cas particuliers, on peut le nommer membre du gouvernement. Un SGPR n'est pas un ministre, mais un ministre peut être un SGPR par cumul de fonctions. Autre message ce jour, on part au plus 49. Il s'agit, je pense que il s'agit de l'Allemagne, Oui. C'est l'Allemagne. Mais parfait, c'est même quel documentaire comme ça. Je n'ai même pas entendu parler de ça. Vraiment, vous donnez même de l'audience à leur affaire là. Parlons de nos choses, laissons les baobabs ensemble. Vraiment, le griot là, qu'il ne revienne plus jamais ici. Non, il reviendra. non, il reviendra. Mais chaque fois qu'il va dire qu'il ne fait pas les cris, je vais crier encore d'abord. Autre message, bonjour. Je veux savoir si nous avons déjà connu un secrétaire général de la présidence de la République qui n'était pas membre du gouvernement. Jean-Marie Atangana Mabara a été ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Autre message. On repart du côté de l'Angleterre, c'est le plus 44. Parfait, c'est monsieur Happy encore. S'il est membre du gouvernement, est-il alors sous les instructions du chef du gouvernement? Bon, je vais lui poser une simple question. Le fonctionnement de... Est-ce que le DCC est sous les ordres du Premier ministre? Parfait, ici. Non. Voilà. Tous ceux qui travaillent à la présidence ne reçoivent des instructions que du président. C'est ça la différence. On part au 240, c'est la Guinée équatoriale. Salut au riche panel, salut concernant le thème de ce matin, Blériot, vous faites erreur. Je vous amène au 221. 221, c'est quel pays là? Un des pays. C'est le Sénégal. Mon téléphone m'a dit à donner, c'est le Sénégal. Bonjour Perfecto, que Blériot... non. Nous allons sauter. Autre message, bonjour, parfait. Dit au jeune homme sur votre plateau de prendre son smartphone et taper sur Google, membre du gouvernement Cameroun, et il y verra. Merci, c'est Méom depuis Douala qui envoie le message. Quelqu'un nous dit ici, Mvomo a raison, il y a des secrétaires généraux de la présidence qui ne sont pas ministres. Le titre de ministre d'État actuel est rattaché à M. Ngongo. On peut nommer un autre qui ne soit pas ministre. Non, avant Ngongo dérange pour rien. Avant Ngongo, Esso a été ministre d'État. Marafa a été ministre. Non, comment vous... Non. Bonjour Perfecto. À mon avis, le SGPR est membre de l'exécutif et pas membre du gouvernement. C'est pour cela qu'il n'assiste pas au conseil de cabinet présidé par le Premier ministre. Mais il prépare le conseil de ministres, le conseil ministériel en liaison avec le secrétaire général depuis hier sur mon plateau, du Premier ministère. Ce débat a cours. Est-ce que le SGPR est membre du gouvernement, oui ou non? Bon, comme le ministre Ngongo, le ministre d'État Ngongo nous écoute. Il peut m'appeler même en off. Il m'édifie. Il peut m'édifier. Maintenant, si le ministre était trop pris, il peut me demander à ses collaborateurs de nous édifier. Parce qu'il faut, moi je vais couper ce débat, je ne vais pas le laisser. Donc je vais revenir avec ce débat pour que les uns et les autres soient mieux édifiés et mieux clarifiés. C'est cela justement également la République. Nous sommes arrivés au terme de ce débat, un débat où nous n'avions que deux personnes. On a aussi voulu expérimenter cela. Merci à Patrice Siméon Vomon qui était dans là ce matin. Il était analyste sociopolitique. Merci à notre consultant Pierre Blériot Niemek. Dans 8 minutes très exactement, vous allez retrouver le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?